Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Moi je ne m'entends pas, mais c'est pas grave, on va essayer d'y arriver. Bonjour à tous, on est ensemble durant ces 2 heures et on va parler du syndrome du cœur brisé. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ce phénomène se produit lors d'une rupture amoureuse particulièrement difficile, douloureuse. Alors Michel Odoul en connaît le nom japonais, moi je l'oublie toujours, mais il va nous le rappeler dans un instant. En tout cas, ça signifie bien qu'un chagrin d'amour n'a rien d'anodin, et ce, quel que soit notre âge et la durée de la relation. On peut bien s'imaginer qu'il y a d'autres symptômes qui peuvent survenir après une rupture, et c'est ce que je vous propose de voir en compagnie de Michel Odoul, et il va nous rappeler à quel point notre corps nous parle, et c'est sans doute notre corps qui peut nous en dire beaucoup sur nos émotions, nos ressentis, beaucoup plus que notre tête qui justement lors d'une rupture amoureuse a tendance à prendre toute la place avec ce fameux ego qui nous fait croire que c'est pas grave si on nous a quittés, c'est pas grave si on s'en va, enfin bref, on va décoder en tout cas les messages du corps après un deuil amoureux, et je vous invite évidemment, si vous avez envie d'en parler, de composer le 0826 300 300. Bonjour Michel Odoul. Bonjour Brigitte. Alors, on vous connaît bien sûr parce que vous êtes le fondateur de l'Institut français de Shiatsu, mais surtout l'auteur de « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Et dans ce livre, le corps parle. En tout cas, vous nous expliquez que ce qui nous arrive dans le corps peut-être nous parle de nous plus profondément, c'est-à-dire de nos émotions, de nos ressentis. Et on va particulièrement parler aujourd'hui de ce qui peut se passer dans le corps après une rupture amoureuse, qui est quand même une vraie épreuve de la vie. Oui, bien sûr que c'est une épreuve de la vie, c'est une épreuve majeure. On va l'évoquer effectivement à travers ce fameux syndrome particulier qu'on appelle le Takotsubo, de ce nom japonais que vous aimez bien. Takotsubo. D'accord. Oui, on va voir. Je vais essayer de le retenir. On va voir d'où ça vient et quelle est l'origine, l'étymologie de ce terme. Mais c'est vrai qu'au-delà de cela et beaucoup plus globalement, et c'est ce que j'expose dans l'ouvrage que vous citiez, il y a manifestement des liens entre notre réalité physique et nos vécus et nos ressentis psychiques. Et que l'un peut avoir un impact sur l'autre. C'est-à-dire qu'une maltraitance sur notre corps va faire que nous allons avoir des fonctions psychiques qui vont être impactées. Si par exemple je mange trop à midi, je réfléchis mal l'après-midi, il y a des liens qui vont pouvoir être constitués dans ce sens-là, mais également avec nos vécus et psychiques et émotionnels qui peuvent avoir des conséquences majeures au niveau physique, au niveau corporel. Et cette idée qui se traduit notamment dans ce syndrome que vous évoquiez, qu'on appelle le syndrome du cœur brisé, jusqu'à il y a très peu, quand nous évoquions cela, et notamment en présence de certains représentants d'une science docte, faisait discrètement sourire, pour ne pas dire plus. Or maintenant, depuis quelques années, il y a 4-5 ans, il y a eu une étude particulière qui a été faite par des chercheurs de l'université d'Aberdeen, qui sont venus conforter des travaux qui avaient été faits dans les années 90 par un chercheur japonais, et c'est là où on va retrouver l'origine du nom Takotsubo, et qui démontrait que lorsqu'on vivait une situation, un impact émotionnel violent, donc une rupture amoureuse très difficile, ou la perte d'un être cher, eh bien, le syndrome du cœur brisé existait réellement, c'est-à-dire qu'il y avait réellement des fibres musculaires du cœur qui se déchiraient. Et avec comme conséquence, bien entendu, c'est qu'une fibre musculaire déchirée, quand elle se cicatrise, ça génère un bourrelet qui fait que la fibre n'a plus la même élasticité. Et que les gens qui ont vécu ce Takotsubo réellement, eh bien, sont des personnes qui doivent ensuite faire attention à leur vécu, et notamment émotionnel, parce que leur cœur sera plus capable de réagir avec autant de souplesse et de capacité de réactivité que pour un individu normal. Alors, oui, donc ça montre bien que le cœur est touché, et que sans doute l'émotion d'amour et de la perte d'amour, eh bien, comme par hasard, va aller se marquer, parce que la perte d'un être cher se traduit pas par une crampe au mollet, se traduit pas par des crampes d'estomac, elle se traduit par quelque chose qui est extrêmement dangereux au niveau cardiaque.
En même temps, si on peut d'abord, je trouve ça extraordinaire parce que symboliquement, depuis la nuit des temps, on a représenté le cœur comme étant l'amour. Mais bien sûr. Donc on voit bien comment l'humanité a une préscience des choses. A une connaissance, et que dans ce que sont les langages communs et classiques, c'était présent. Et pourquoi ça s'appelle le Takotsubo ? Parce que justement, c'est un chercheur japonais qui a travaillé le premier là-dessus. Il y a déjà une trentaine d'années, donc. Et en fait, qu'il a appelé ainsi parce que lorsque l'on vit cette contrainte sur le plan émotionnel, eh bien, on a constaté que le ventricule gauche du cœur prenait une forme très particulière. Il se contractait, il se rétractait, et il prenait la forme d'une amphore qui sert au Japon à attraper les pieuvres. Et Takotsubo, ça veut dire piège à pieuvres. D'accord. Voilà. Et donc, c'est pour cette raison que ça porte ce nom-là. Dans le langage commun, ça s'appelle le syndrome du cœur brisé. Et quand on a un langage scientifique sophistiqué, ça s'appelle une cardiomyopathie de stress. Mais dans les trois cas, c'est la même chose. Bien sûr. Et alors, il y a aussi les poumons, parfois, qui sont impactés lorsqu'il y a une grande tristesse à cause d'une rupture ou d'un deuil. Voilà. Et on sait que les poumons sont le lieu de la tristesse, je crois. C'est le lieu de la tristesse, c'est le lieu de la sensibilité, c'est le lieu du besoin des grandes valeurs, etc., etc. C'est intéressant, vous savez, quand vous faites des comparaisons ou des analogies de façon transverse entre différents éléments qui semblent complètement dissociés. La grande époque du romantisme au XIXe siècle et à la fin du XIXe, etc., a été la grande époque du suicide et de la tuberculose. Or, ces deux choses, suicide et tuberculose, sont toutes les deux des choses qui, en énergétique et en acupuncture, sont gérées par les énergies du poumon. Le poumon, c'est ce qui nous fait nous laisser inspirer par le céleste, donc le besoin des grandes valeurs et c'est également ce qui nous permet d'expirer, de relâcher le gaz carbonique, c'est-à-dire de relâcher ce qui pourrait être toxique en nous, donc les choses que l'on regrette, qui nous ont blessés, dont on a souffert, etc., etc., dont nous avons besoin de faire le deuil. Et la capacité du poumon à gérer cela correctement fait que la tristesse devient à ce moment-là une émotion positive, parce qu'elle nous permet d'éliminer quelque chose. D'ailleurs, il faut savoir que les larmes de la tristesse, pas celles qu'on a quand on épluche un oignon. Vraiment, les larmes de la tristesse, c'est-à-dire celles qui sont associées à ce sentiment-là, nous permettent d'éliminer des toxines que sinon on n'élimine jamais. Donc il faut savoir pleurer quand on est malheureux. Voilà. Et qu'au contraire, c'est ce qui rend justement l'émotion fonctionnelle. Et que donc le poumon peut être concerné par ce style de souffrance. Le foie peut être concerné si la blessure sur le plan émotionnel génère non plus de la tristesse, mais une réaction de colère et du sentiment d'injustice. À partir de ce moment-là, c'est l'axe du foie et de la vésicule qui seront concernés. Et quelles seraient éventuellement les autres parties du corps qui pourraient être touchées par une rupture amoureuse ? Toutes les parties du corps peuvent être touchées par un traumatisme émotionnel et affectif. Lorsqu'on est en prise première avec l'émotion, etc., c'est ce que nous avons vu, c'est le cœur. Ça, c'est clair. Ensuite, il y a la conséquence secondaire. Lorsque ce vécu nous amène à penser plus jamais ça, donc je ne ferai plus, je vais fermer la porte à toutes les émotions possibles qui peuvent arriver, là c'est l'intestin grêle qui va être touché. Et là il y a des risques d'état inflammatoire, de ce qu'on appelle des entérites, des choses comme ça. Et est-ce que par exemple, je prends l'exemple de la hanche, si jamais on se sent du coup plus du tout soutenu parce que notre amoureux c'était sur lui sur qui on pouvait compter, etc. Est-ce qu'on pourrait par exemple avoir mal à la hanche gauche si on est une femme ? C'est le siège même, l'arthrose de la hanche, c'est la signification précise d'un vécu d'abandon ou de trahison. Oui, d'accord. Donc on voit bien que finalement tout le corps peut être touché, tout va dépendre de la manière dont on va vivre les choses. Et c'est un lexique absolument extraordinaire, parce que quand on arrive à nommer la raison pour laquelle on a de la souffrance et de la sensation de douleur, ça va déjà mieux. Eh bien, ça va déjà mieux, et en plus, on peut faire ce qui convient pour s'en débarrasser. Exactement. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Vous allez décoder les chagrins d'amour pendant ces 2 heures, Michel Odoul. Et on vous invite évidemment à nous rejoindre 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Moi, je regarde les matchs, je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire. Sud Radio, la radio du rugby. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous sommes avec Michel Odoul et vous avez envie de nous raconter votre chagrin d'amour par le corps. Eh bien, vous nous appelez bien sûr sur Sud Radio et c'est ce qu'a fait Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Brigitte. Bonjour Michel. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir au téléphone. J'ai écouté votre introduction là et j'ai eu l'impression que vous décriviez mon parcours.
Alors dans mon cas, si je dois le décrire assez rapidement... non, mais prenez votre temps, Daniel. Il n'y a pas de souci. Ça s'est passé il y a quelques années, maintenant, de 3 ans, où j'ai découvert de façon assez brutale l'infidélité de la personne qui partageait ma vie. Et c'est vrai que j'ai découvert ça, et quand je le raconte après coup, j'ai pour habitude c'est sûrement symptomatique de dire quand j'ai découvert ça, mon cœur a explosé en 1000 morceaux. Donc voilà, c'est sûrement pas anodin si j'emploie cette expression, mais en fait, peu de temps après la découverte du poteau rose, je me rendais compte que j'avais du mal à monter les escaliers, à faire des efforts. J'avais tout de suite une oppression au niveau du cœur. Vraiment quand je faisais un effort, pas en temps normal ou pas au repos. Ça m'a amené à consulter mon médecin qui m'a demandé de lui décrire les symptômes. Et il m'a dit, mais ce que vous me dites là, vous êtes au bord d'un infarctus en fait. Alors j'étais un peu surprise quand même. Il m'a fait faire toute une batterie de tests, électrocardiogramme. J'ai vu un cardiologue qui m'a fait faire des tests à l'effort, qui m'a fait même passer un scanner. Mais tout va bien. Paradoxalement, le cœur ne semble pas du tout touché biologiquement ou physiquement parlant. Mais par contre, j'ai toujours ces douleurs à l'effort. Même le scanner n'a rien révélé de... Donc je pense pas être dans le cas du Takotsubo, sinon ça se serait vu. Mais il n'empêche que ça fait 3 ans maintenant que, encore aujourd'hui, quand je monte des escaliers, je dois m'arrêter au milieu de l'escalier parce que... Alors peut-être, je ne sais pas ce que Michel Odoul vous avez envie de dire, mais peut-être que vous avez quand même eu un choc au niveau du cœur, mais qui n'est pas suffisamment visible au niveau des examens. Enfin, je ne sais pas. Hein. Oui, c'est possible. Il faut savoir que dans ce qui concerne un organe, il y a 2 dimensions qui sont des dimensions complémentaires, mais qui expriment les choses un peu à des niveaux différents. Il y a ce qu'on appelle l'organique, le structurel. Donc si effectivement il y a de la fibre musculaire qui est déchirée, ça doit pouvoir s'objectiver au niveau des différents examens. A priori, ça n'a pas été le cas pour vous. Il peut arriver que les déchirures de fibres soient tellement imperceptibles, multiples mais imperceptibles, qu'on n'arrive pas à le définir tout de suite. Mais il se peut que le cœur n'ait pas été physiquement et mécaniquement touché, mais c'est là où arrive la 2e dimension, qui est ce qu'on appelle le fonctionnel. Et dans ce qui est le fonctionnel, c'est-à-dire le fonctionnement du cœur, c'est un peu les choses que des gens connaissent à travers de la tachycardie, à travers des palpitations, à travers des choses comme ça, où le cœur, organe mécanique, n'a pas d'éléments particuliers, sauf que il faut savoir qu'au niveau neurovégétatif, il peut être impacté par un certain nombre de choses, et notamment par des traumatismes émotionnels. Ces traumatismes émotionnels, ils se traduisent, mais même sans parler d'un traumatisme, regardons ce qui se passe quand on rencontre, on revoit, ou on voit arriver quelqu'un qu'on aime bien, qu'on est ravi de voir, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On est heureux, on est joyeux, et qu'est-ce qui se passe physiquement parlant ? Notre rythme cardiaque s'accélère et nous avons chaud. C'est-à-dire qu'il y a une réaction mécanique qui se fait en lien avec l'émotion qu'on rencontre. Et dans ce qu'est l'émotion négative, il va y avoir des effets qui sont des effets équivalents. Il peut donc y avoir une espèce de mémoire de stress et de contrainte au niveau cardio qui soit mise en place, et qui s'est mise en place chaque fois qu'on est contraint à un effort, entre guillemets. C'est-à-dire, vous montez des escaliers, vous avez des choses à faire qui vont obliger le cœur à devoir suivre. Et l'événement que vous avez vécu vous a lui-même contraint à un certain type d'effort. Ça peut s'expliquer à travers des logiques ostéopathiques ou à travers des logiques énergétiques, parce qu'il faut savoir que toute situation émotionnelle, sans qu'on s'en rende compte, amène une réaction posturale qui fait qu'on se tient différemment. D'ailleurs, si on voulait illustrer ça, quelqu'un qui est un vaincu, qui est triste ou qui va pas bien, il se tient courbé, pas droit. Quelqu'un qui est tranquille et qui est fort et qui est heureux de vivre, il se tient droit et il regarde loin. Et que dans le postural, eh bien, il y a des axes de vertèbres dorsales entre la 3e et la 5e vertèbre dorsale qui peuvent se mettre en compression et qui vont faire que dès que vous allez commencer à faire un effort physique, cette compression va avoir une action au niveau des terminaisons nerveuses qui partent de la colonne vertébrale et avoir cette incidence momentanée et fonctionnelle au niveau de votre cœur. On voit rien à l'examen, mais en réalité, votre cœur, il se contracte, et il se contracte de façon suffisamment intense pour que vous ayez la conséquence de son moins bon fonctionnement qui s'appelle l'étouffement. Donc le conseil à vous donner dans un premier temps, c'est
allez voir un ostéopathe qui est capable de faire un travail de repositionnement vertébral, ou un praticien shiatsu qui est capable de faire ce travail et qui va à ce moment-là aussi libérer les niveaux énergétiques concernés. Et puis la deuxième des choses, c'est qu'il faut absolument que vous trouviez une manière de faire un travail où vous allez tourner la page sur cette trahison. N'oubliez pas que dans la trahison, celui qui a un problème, c'est celui qui trahit, c'est pas celui qui est trahi. Oui, j'entends tout à fait ça, et c'est vrai que j'ai votre livre sous les yeux. J'avais lu à l'époque, même par rapport au système pulmonaire dont vous parliez aussi en introduction, puisque c'est un peu ma fragilité, et j'avais surligné ce passage où vous disiez que les maux du système respiratoire sont souvent dus au pire, au désir, au refus d'oublier, de pardonner, de régler des comptes, voire la vengeance. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais dans cet état d'esprit-là. Le temps fait que petit à petit, j'abandonne cette idée, mais c'est vrai que... Oui, mais vous avez... excusez-moi, Daniel, mais vous avez quand même parlé de cette personne d'une manière assez négative. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de rancœur, ce que je comprends tout à fait, hein, bien sûr. De rancœur. Et je crois que c'est important de... Oui, j'ai volontairement utilisé le terme, bien sûr, rancœur. Oui. Et je crois que c'est important que vous puissiez pas pardonner au sens de lui donner la bénédiction. On a le droit de ne pas pardonner à la personne, mais vous pardonnez au moins à vous-même de manière à ce que vous puissiez vous libérer de quelque chose, parce que il y a encore beaucoup de rancœur. Oui, je vous remercie d'ailleurs, parce que j'étais intervenue dans cette émission sur les pathologies pulmonaires et vous aviez dit quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est-à-dire que, parce que pardonner c'est toujours très difficile, hein, parce qu'il y a un sentiment d'injustice. Bien sûr. Par rapport à une situation qu'on a subie et qui nous a fait du mal. Mais vous aviez dit à ce moment-là, pardonner, c'est se pardonner, pas forcément pardonner à l'autre, parce que ce qu'il a fait souvent est impardonnable. Mais se pardonner d'avoir peut-être laissé faire ça, de s'être laissé infliger un tel comportement ou une telle trahison. Et c'est vrai que c'est dans cette optique-là que j'essaie de travailler effectivement. Pour passer à autre chose, hein, parce que... Oui, mais ce qui est vraiment important, c'est pour ça que on parle du pardon tout le temps, un peu à toutes les sauces, mais c'est d'arriver à ne plus être dans des sentiments négatifs vis-à-vis de la personne qui nous a fait du mal, parce que on maintient en nous, je trouve, quelque chose qui est toxique. Vous voyez, il faut couper et puis passer à de l'indifférence. Cette personne ne mérite même pas que vous ayez quoi que ce soit comme émotion vis-à-vis d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important d'être capable de comprendre ce que ça veut dire, le pardon. On a souvent une confusion entre pardonner et oublier. Pardonner, ça n'est pas oublier. Pardonner, c'est mettre la mémoire à sa juste place. C'est-à-dire savoir que ça nous appartient, ça a été constitutif de notre vie. Notre corps, ça aussi, nous le montre. Quand on a une cicatrice d'une plaie, ça veut dire d'une blessure qu'on a eue, et que la cicatrice est refermée, elle n'est plus toxique. Tant qu'elle n'est pas refermée, c'est-à-dire que le pardon n'a pas existé, elle devient infectieuse, elle peut devenir toxique. Quand elle est refermée, elle n'est plus toxique. Mais la trace reste là, donc il n'y a pas la question de l'oubli. Mais la mémoire est désamorcée. La mémoire est constitutive de ce que nous sommes. Le corps nous le dit aussi, hein, un os qui a été cassé quand il cicatrise, ça s'appelle un cal osseux, eh bien il est plus solide à cet endroit-là que partout ailleurs. C'est-à-dire de comprendre que ce qui nous a blessés à un moment donné et dont on se relève, c'est ce qui nous rend plus forts, et c'est ce qui fait de nous des gens qui sont capables justement de ne pas retomber dans les mêmes pièges. Mais pour ça, il faut accepter de tourner cette page. Tourner la page n'a jamais signifié... Quand vous tournez la page dans un livre, la page du livre disparaît pas. Elle est simplement quelque chose qui n'appartient plus à votre focale, à votre regard, et que vous êtes passé à autre chose. Mais vous êtes enrichi de l'histoire que vous avez lue ou que vous avez vécue. Et je pense que c'est ce travail-là qu'il faut que vous fassiez, et puis ensuite peut-être aller voir un ostéopathe, et à mon avis, ça va vous libérer. Le cœur va se libérer. Il me semble. Travaillez sur le corps et l'esprit. On vous avait peut-être donné le conseil à l'époque, je ne sais pas, mais écrivez donc une lettre à ce monsieur, vous mettez tout ce que vous avez à mettre. Tout ce que vous avez sur le cœur. Tout ce que vous avez sur le cœur. Et vous l'avez brûlé? C'est brûlé, oui, très bien. J'ai des actes symboliques, j'en ai fait plusieurs, mais c'est vrai que
la rancœur à la dent dure. Mais vous faites le ménage souvent chez vous, non, je crois? Pardon? Vous faites le ménage souvent chez vous? Oui, je suis... il faut avoir besoin de faire le ménage parfois souvent à l'intérieur. Oui, dans notre intérieur, c'est notre maison, c'est notre intérieur. Alors, je vais vous dire les choses autrement, Daniel. Quel est l'avantage collatéral que vous avez à continuer à avoir de la rancœur pour lui? C'est peut-être de plus tomber dans le même panneau. Mais non, mais de toute façon, non, mais excusez-moi, mais à part maintenir un lien avec lui, quel est l'autre avantage que vous... C'est certain que de penser ou de projeter des choses, ça fait exister cette personne, hein, donc forcément, c'est quand on en parle que les choses perdurent, mais justement, il est peut-être temps de couper ce lien. Absolument, d'autant que quand je lisais aussi le livre de Michel par rapport aux problèmes cardiaques, cette histoire se répercute même au quotidien encore maintenant, même si je n'ai plus du tout de lien avec cette personne, mais je disais la prise trop au sérieux de la vie et de tout ce qui s'y passe entraîne des problèmes, des pathologies cardiaques. Et c'est vrai que je suis une hypersensible, ce qui n'arrange rien, mais quand je vois les choses, les comportements autour de moi, je me dis lâche prise parce que tu changeras pas le monde de toute façon. Mais c'est vrai que je prends peut-être trop à cœur tout ce qui se passe et tout ce que je vois autour de moi, les comportements des gens, et c'est difficile de relativiser en quelque sorte, hein, et de se dire c'est comme ça. Bon, déjà faites votre ménage intérieur vis-à-vis de cette personne. De cet homme, plus simplement. Merci Daniel, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va faire une petite pause sur Sud Radio et on vous invite évidemment à réagir au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est Michel Odoul qui est avec nous, qui nous parle du syndrome du cœur brisé ou du Takotsubo, c'est ça? Oui, je vais retenir le nom, formidable. Bonjour Laurence. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous voulez réagir aussi? Vous avez eu un chagrin d'amour? Oui, voilà, moi c'est plutôt côté sentimental, voire malheureusement deux chagrins d'amour qui se sont... traduit respectivement par une dépression qui a duré environ une bonne année, voire plus, pour le premier. Et pour le second, une entorse au genou gauche. Ah, intéressant. Je savais que ça allait faire réagir. Et c'est un homme. Si ça avait été une femme, ça aurait été le genou droit, hein, Michel Odoul. Oui. Certainement. Oui. Cette entorse suite à des paroles pas très sympas de la part de cet homme, et comme je lui ai dit après, déjà j'ai eu du mal à me remettre de cette entorse parce que c'est long, et ce qui est terrible, c'est que chaque faux pas aujourd'hui, même si j'ai pardonné, même si j'ai pardonné, contrairement à l'auditrice précédente, je suis pas dans le même cas de figure, chaque faux pas, on va dire, le genou lâche un tout petit peu encore. Donc, ce qui veut dire que... c'est un message, quoi. Mais vous êtes encore avec lui ou pas? Non, mais on s'entend bien. Quand même. Mais sur le coup, qu'est-ce que vous appelez un faux pas? Alors, clairement, l'autre jour, j'ai couru après un train que j'ai raté d'ailleurs. Des choses comme ça, un petit exercice physique, genre une course ou une marche ratée. Il faut faire attention à ne pas vouloir tirer trop sur la corde, quoi. Exactement. Même si ça n'avait pas de rapport de courir après le train, en l'occurrence. Je sais pas, ça. Ah, peut-être. Parce que je l'ai raté. Essayez de faire un effort parce que on n'a pas pris la précaution d'arriver suffisamment à l'heure et qu'on a peur de rater quelque chose. Oui. Ça peut parler de bien autre chose que le train. Oui. Et après, ça peut déjà parler aussi d'une chose, c'est que le genou est encore fragile. Il y avait eu une déchirure ligamentaire ou pas? Pas rupture, mais élongation. L'extension. Oui. Et donc que ça a besoin, il a besoin d'être consolidé, et puis que surtout peut-être là aussi vous alliez consulter ou un ostéo ou un praticien shiatsu pour regarder votre hanche.
Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a une problématique comme ça, un genou, il y a une compensation automatique qui se fait au niveau sacro-iliaque. Oui. Sauf qu'une fois que le genou est réparé, si le sacro-iliaque n'a pas été remis dans son axe de fonctionnement normal, eh bien, ça fait que le genou ne travaille pas dans son bon axe et que donc l'extension ligamentaire ne va pas pouvoir véritablement revenir en place. Et donc voir ça, ensuite il y a des compresses d'argile verte qui peuvent être mises sur le genou pendant un certain temps parce que ça va aider le ligament à se rétracter. Par contre, sur le fond, après, bien entendu, on est vraiment dans la symbolique là, de la difficulté à accepter ce qu'a été le vécu. Ça, vous l'aviez compris, et voilà. Mais de comprendre qu'il y a quand même quelques résidus aujourd'hui, qui signifie que vous n'en avez pas totalement tiré les leçons et que peut-être bien que ce vécu, il a pu se produire et se passer parce que justement, vous, si je puis me permettre, vous n'êtes pas parti suffisamment tôt et à l'heure. Ouah, joli. Certainement. Tout à fait. Ah, joli, la comparaison avec le train. Et tôt et à l'heure. J'adore. Eh oui. Bon, bah, écoutez, en tout cas, visiblement, ça vous parle. Ah, complètement, oui. Et sinon, en ce qui me concerne, quand le corps parle après une déception, alors amoureuse ou amicale, ça serait plutôt sous forme de la gorge qui se coince et l'estomac qui fait la boule à l'estomac. Voilà. C'est très très intéressant aussi à comprendre. Vous avez sans doute du mal à digérer la chose. C'est ça. Et que vous l'avez en travers. C'est ça. Et en même temps, vous savez pas bien formuler non plus les choses. Voilà, il faut vous donner le droit. C'est ça quand même qui est important, c'est-à-dire qu'il faudrait que vous puissiez quand même plus facilement vous positionner ou en tout cas dire les choses et ne pas tout avaler en silence, si je puis dire. Pour que ça reste coincé et que ça fasse une boule. Bah oui, parce qu'il faut vous donner le droit d'exprimer, c'est-à-dire d'exprimer, donc de dire à l'autre, mais il faut aussi et surtout vous donner le droit d'exprimer à vous-même, c'est-à-dire en quoi c'est problématique, et si j'allais pousser la balle encore un petit peu plus loin, dans quelle mesure suis-je prêt à accepter la solitude plutôt que la mauvaise compagnie. Oui. Et partant de là, donc, le fait sans doute, et on va rejoindre un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est de ne pas suffisamment se protéger, se défendre, poser des limites, et ne pas accepter pendant trop longtemps les choses qui ne vont pas. Et puis on pourrait même aller un tout petit peu plus loin. Il y a certainement eu dans votre rapport aux hommes, à l'image de l'homme, et on pense évidemment aussi au père, une sorte d'autorité un petit peu peut-être devant laquelle il a fallu plier ou vous avez eu du mal à plier, je ne sais pas. Parfois oui, quand j'étais ado, oui. Vous voyez ? Oui. Et c'est tout ça qu'il faut analyser pour tout doucement trouver bien votre place, la vôtre. Oui, ça je pense que je l'ai compris. Ce qui me gêne le plus aujourd'hui, c'est toujours ce sentiment de peur de l'abandon et... c'est ça, peur de l'abandon, on va dire. Oui, mais c'est ce qui fait qu'on est prêt à avaler n'importe quoi. Un mauvais terme, mais s'acoquiner avec n'importe qui. Ou avaler n'importe quoi. Ou avaler n'importe quoi. Oui. Et tout ça parce qu'il nous reste quelque chose sur l'estomac. J'adore. Non, mais que vous adoriez, c'est magnifique, ça me fait très plaisir. Mais je pense qu'il faudrait surtout... Ça me parle. Voilà. J'adore les symboliques comme ça. Oui, mais voilà. Bon, après, vous savez, Laurence, on fait tous son chemin et puis on avance plus ou moins vite. Et puis il y a des moments où on recule un peu et puis on s'assoit et puis on reprend et puis voilà. Non, c'est pas tout ça n'est pas. En tout cas, il y a une chose, qui est claire, c'est que votre corps, il vous envoie des messages qui sont cohérents. Vous en captez une certaine partie et vous en jouez un petit peu avec. Mais il faut vous donner le droit d'aller au bout de la peur et d'accepter cette peur de cette solitude et de cet abandon, parce que sinon, après, on se met en situation de le vivre. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, je suis heureuse, je suis quelqu'un de gai, d'heureuse, de bien dans ma peau, etc. Mais il y a quand même cette part de vide, même si j'accepte de vivre seule et j'ai une vie bien remplie, mais il y a quand même cette part de vide sentimentale qui est présente.
Bien sûr. Mais qui n'est pas omniprésente. Elle est présente. Et qu'est-ce que vous pourriez définir comme stratégie pour combler ce vide ? Alors déjà, je fais beaucoup de choses, beaucoup d'activités. J'ai des amis, Enfin, je m'ennuie pas. Ça, c'est sûr. Comment on dit, charité ? Bien servi que par soi-même. Bien ordonné. Voilà. Oui. Bien ordonné. Commence par soi-même. Oui. Oui. Donc, enfin, à mon avis, ce que veut vous dire Michel, c'est qu'il faudrait peut-être que vous appreniez à être un peu mieux avec vous-même. Certainement. Et à ce moment-là, le vide serait moins présent. Oui. Vous voyez ? La peur de l'abandon, elle s'articule toujours autour d'une mauvaise image de soi. Ok. Qui veut dire que donc on n'est pas digne d'être aimé et accompagné. Ça va ? Ouais, je comprends. C'est ça qui a peut-être besoin d'être changé. Et si vous redorez un peu votre blason, à partir de ce moment-là, vous allez peut-être pouvoir rencontrer par le plus grand des hasards, bien entendu, quelqu'un qui aura envie de partager quelque chose avec une personne intéressante. Ce qui est curieux, c'est que souvent mes amis, eux me disent que je suis une belle personne, que je suis agréable à vivre, facile à vivre, enfin plein de compliments de ce style, ce qui n'est pas désagréable à entendre. Mais pourquoi ils vous disent ça, alors, à votre avis ? Parce qu'ils se demandent pourquoi. Par charité ? Non, je pense pas. Non, parce qu'ils se demandent pourquoi je suis seule, amoureusement parlant, quoi. Oui, mais ça montre bien que vos amis, ils vous connaissent bien et ils ont bien compris que c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment sûr d'être une belle personne. C'est pour ça qu'ils vous le répètent. Dites-moi. Peut-être, certainement, ça doit être ça. Dites-moi. C'est généreux, oui. Dites-moi, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous vous voyez dans la glace le matin dans la salle de bain ? Ça dépend de l'heure à laquelle je me suis couchée. C'est ça. Que je ne sais. Alors, d'une part, c'est de la boutade. Qu'en fait, j'ai 57 ans aujourd'hui, mais j'ai l'impression d'en avoir 30 dans ma tête. Mais c'est bien ça. Ah oui. Oui, j'ai toujours envie de m'amuser, de rire. Enfin, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. J'ai pas l'impression que ça réponde à ma question, ça, mais bon. Ah. Ben non, là, vous m'avez pas dit qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous vous voyez dans la glace de la salle de bain le matin. Quand vous invitez des amis à la maison, vous avez une amie qui est venue à la maison, qui a dormi chez vous, elle se réveille, elle vient, vous la voyez. Qu'est-ce que vous lui dites ? Bonjour, déjà. Oui, ensuite. ensuite. Est-ce que tu as bien dormi ? Oui, ensuite. Comment vas-tu ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour le petit déjeuner ? Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui ? Etc. etc. Oui. Ça va ? Oui. Bon, est-ce que c'est quelque chose que vous vous dites, vous, le matin, ça ? Alors, en semaine, la journée est tracée, mais peut-être je ne me le pose pas suffisamment, cette question. Peut-être je ne la pose pas suffisamment. Essayez de vous mettre quelques post-it par-ci par-là qui vont, avec un smiley dessus, qui vont vous rappeler tout simplement que la première des choses que vous avez à vous dire le matin quand vous vous accueillez, comme si vous accueillez un enfant ou un enfant ou un conjoint, c'est que tu es belle, je t'aime et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble aujourd'hui ? Bonne idée. Très bonne idée. Comme ça, vous ne vous abandonnerez pas, vous. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, pour les conseils. Merci, Laurence. On continue avec Aïcha, qui va répondre à 3 questions intimes. Vous pourrez ensuite, Aïcha, en poser une, bien sûr, à Michel Oudoul. Première question, est-ce que vous préférez quitter ou être quitté, Aïcha ? À choisir. Ni l'un ni l'autre, je suis bien d'accord. Mais quitter. Vous préférez partir, vous préférez quitter qu'être quitté. D'accord, d'accord. Et deuxième question, est-ce que votre première fois a été agréable ? Plutôt bonne, oui. J'en avais très envie. Ça fait plaisir à entendre. Très bien, très bien. Et dernière question, qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme ? Son allure. Son allure, c'est-à-dire la manière dont il se déplace ou l'allure générale ? L'allure générale. Est-ce qu'il est... En fait, moi, j'aime bien les hommes qui ont une belle posture, élégants et qui ont de la prestance. D'accord. Des vrais hommes, quoi. Eh bien, oui, enfin bon.
On n'ira pas plus loin, hein. On n'essaiera pas de savoir exactement ce qu'est un vrai homme, ça devient très compliqué aujourd'hui. Allez, je vous laisse poser une question à Michel Odoul, il vous écoute. Bonjour Michel. Bonjour. En fait, moi, quand j'ai une question, je pense un peu dans le même domaine qu'aujourd'hui, c'est que quand je quitte un homme ou quand un homme me quitte, en fait, je ressens comme un vide en moi et j'ai besoin de combler ça par la cigarette ou l'alcool. Et en fait, j'ai envie d'arrêter de fumer, peut-être diminuer ma consommation d'alcool, mais c'est difficile dans ces moments-là. Et quelle est la question ? La question, c'est comment faire quand il y a une séparation pour affronter ça sans compenser par ses addictions. La première des solutions éventuelles, c'est d'arrêter de quitter ou de se faire quitter. Ça évitera la compensation. La compensation est toujours quelque chose. Il n'y a rien qui, comme disait Lavoisier, rien ne se crée, tout se transforme. Il est difficile de ne pas compenser d'une façon ou d'une autre. Et cette compensation, elle sera d'autant plus grande et intense que le vécu est un vécu qui n'a pas été géré ou maîtrisé. Si la situation de l'abandon est une situation qui est quelque chose qui vous surprend, qui vous met très à mal et qui génère un grand malaise sur le plan émotionnel, vous n'allez pas pouvoir éviter de compenser. Et quelle que soit la manière avec laquelle vous allez le faire, que ce soit le tabac, l'alcool, l'alimentation, les prises de risques, la suractivité professionnelle ou sportive, etc., il y a 25 000 manières de compenser. Vous aurez ce besoin de compensation. Plus vous serez capable d'anticiper, donc éventuellement d'accepter même ce que cette séparation implique, ce que ce choix va avoir comme conséquence, et plus il sera vécu et compris comme étant quelque chose de juste et de nécessaire, moins la compensation sera importante, voire même elle n'aura pas de raison d'exister, parce qu'il n'y aura plus rien à compenser. Et c'est la raison pour laquelle, quand on est dans des phases qui sont des phases un peu compliquées comme ça, où on sent bien que ça va pas, qu'il faudrait pouvoir tourner la page, passer à autre chose, ou qu'on sent que l'autre est en train de nous échapper, il va falloir faire un travail de fond sur le questionnement de savoir mais pourquoi est-ce que ça m'arrive, mais aussi qu'est-ce que je vais en faire. C'est-à-dire que si l'autre s'en va et qu'il m'échappe, il faut que j'essaye de trouver une manière avec laquelle je vais accepter, même si cela m'est douloureux, tout ce que cela implique et signifie. À partir de ce moment-là, la compensation aura moins besoin d'être importante. Mais c'est toujours compliqué, parce qu'un traumatisme émotionnel, il laisse toujours une espèce de vide, une espèce de manque. Or, la nature a horreur du vide, on va essayer de la compenser. Donc, dans la mesure où c'est quelque chose de faisable pour vous, essayez de l'anticiper, essayez de poser des choses. C'est facilitant de discuter avec l'autre, de poser des questions, de réfléchir, de se donner les bonnes raisons, parce que souvent, ma foi, des séparations se font sur des mauvaises raisons. Et à partir de ce moment-là, la compensation n'en sera que plus grande. Mais c'est compliqué. D'accord. Oui, c'est très compliqué. Et il faut être un peu indulgente avec vous-même, Aïcha, quand on est dans un moment difficile, douloureux. C'est pas le moment d'essayer d'arrêter de fumer. Dans l'instant, de toute façon, dans l'instant, si vous arrivez à arrêter en force, vous compenserez autrement. Exactement. Donc il vaut mieux parfois continuer à boire ou à fumer. Je sais que c'est des conseils qu'on peut jamais donner, mais c'est mieux que de vous fabriquer un autre symptôme qui serait. De toute façon, si vous arrêtez le tabac, par exemple, beaucoup de gens qui arrêtent le tabac en force compensent par l'alimentation. Et les dégâts sont pas les mêmes, mais ils sont aussi dangereux. Exactement. Merci beaucoup, Aïcha. Merci à vous deux. Merci, au revoir. On fait une petite pause, c'est Sarah qui prend la parole dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous et je rappelle bien sûr cet ouvrage « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » qui est ressorti avec une nouvelle édition augmentée aux éditions Albin Michel où vous parlez des nouvelles maladies, beaucoup de maladies auto-immunes d'ailleurs. Maladies de société, des maladies d'immunité, d'auto-immune, d'allergie, les apnées du sommeil. J'évoque effectivement aussi le Takotsubo, mais aussi ce qui est en train d'exploser aujourd'hui, comme la désespérance, par exemple, la fibromyalgie, des choses de ce style-là, oui. Sarah est avec nous. Bonjour Sarah.
Bonjour Brigitte et bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous, Sarah. Vous avez envie de nous raconter quelque chose d'assez triste, d'ailleurs, hein, je crois. C'est-à-dire que quand j'ai entendu le titre de l'émission, Cœur brisé, moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et ça m'est arrivé plusieurs fois en plus. Ça m'est arrivé 2 fois. Et je pense que Michel aura des choses à dire là-dessus. Mais voilà, moi j'ai le cœur brisé 2 fois. Mon premier amour, j'avais 21 ans. Et mon grand amour, j'en avais 34. Et je m'en suis toujours pas remise. C'est-à-dire, j'ai jamais pu remonter en selle. Et je fais ma vie. Mais il y a une auditrice qui disait, on a un vide. Moi, j'ai l'impression que la moitié de moi n'existe pas, que je vis, mais il manque tout un pan de moi. Alors, je sais pas si c'est de la dépendance ou autre chose, mais je sais que pour le dernier, le premier, c'était très romantique. Je pense que j'étais un peu bête et un peu jeune. Mais pour le second, qui était vraiment l'homme de ma vie, je continue à ne pas comprendre. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je comprends pas qu'on soit pas ensemble. Pour moi, ma vie je sais pas qu'elle a pas de sens. Je lui ai donné un sens, mais qu'il soit là, c'est pas possible. Et d'ailleurs, quand notre histoire s'est entre guillemets arrêtée, c'est marrant parce que je suis allée chez un médecin qui m'a dit vous voyez bien que c'est fini. Et dans mon cœur, je savais que c'était pas fini. D'ailleurs, il est revenu. C'était une histoire à répétition parce que on aurait dû rester ensemble. Voilà, je comprendrai jamais. Et donc, mon cœur s'est vraiment brisé. Et quand vous dites je ne comprendrai jamais, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à accepter qu'il vous ait quitté Oui, il n'y avait aucune raison. Si vous voulez, je connaissais toutes ses failles. Si vous voulez, autant la première fois c'était un amour, j'avais 21 ans, c'est le premier homme de ma vie, voilà, j'étais idiote, j'ai pas géré, mais lui c'était différent, c'était quelqu'un qui était mon patron, avec qui j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, que je connaissais très bien, qui était un ami pour moi, et un jour on est tombés dans les bras l'un de l'autre et j'ai découvert, voilà, mais je connaissais ses failles, donc je n'ai pas compris, faut dire qu'il m'a donné tous les signaux possibles dans l'autre sens, et voilà, moi je suis désolée, je vais le dire, c'est pas bien, c'est un homme marié, mais bon, je le connaissais assez pour savoir que sa relation avec sa femme était une vraie catastrophe. Je n'avais pas le sentiment de casser quoi que ce soit. Ok, c'est pas bien, mais c'était comme ça. Non, mais on n'est pas là pour dire si c'est bien ou c'est pas bien, Sarah. C'est pas la question. La question, c'est attendez, comment enfin, je veux dire, c'est son libre arbitre de décider de vous quitter ou de ne pas vous quitter. C'est là où mais c'était beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, très vite, quand j'ai vu que la relation était très profonde, je lui ai dit on continue pas. Moi, je sors pas avec un homme marié, c'est pas possible. Et vous me connaissez, parce qu'il me connaissait, j'avais eu quelques échecs sentimentaux dont il était témoin, donc il me connaissait, il savait comment je réagissais. Et je lui ai dit, moi, je suis pas une maîtresse. On vit ensemble ou pas? Il m'a dit oui. Et puis, il faisait le contraire. Et moi, je lui ai donné sa chance à chaque fois, jusqu'au moment où, en fait, c'était très grave. Moi, à l'époque, j'avais un poste très important. J'ai vendu mon appartement, j'ai cessé mon poste pour le suivre. Et à ce moment-là, il m'a dit, je peux pas. Il m'a dit non seulement je peux pas, mais j'ai un cancer et j'arrive pas à parler à ma femme. Donc il m'a dit tout ça d'un coup. Et moi évidemment mon monde s'est complètement effondré et c'est pour ça que je parle de cœur brisé parce que je pouvais plus marcher, je pouvais plus sortir. J'ai fait 2 tentatives de suicide. Je n'existais plus. Ma vie je restais au lit, je pouvais pas bouger. C'était vraiment physiquement, voilà. Et après il est revenu. Donc si vous voulez, c'est très drôle parce que j'ai petit à petit j'ai réappris à vivre. Ça m'a pris 1 an. J'ai repris un boulot. Et puis là, il est revenu me chercher avec les mêmes mots, avec la même. Et puis, c'était pas fini. On le sentait. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très très fort entre nous, et même bien longtemps après, puisque ça a continué pendant 20 ans. J'ai eu un enfant avec lui, etc. Et chaque fois qu'on se retrouve, il y a cette force incroyable entre nous. Mais il refuse, il ne veut pas le voir. Alors moi, la seule chose que j'ai pu faire, c'est apprendre à l'accepter. Mais je ne comprendrai jamais, parce que la chose, elle est là, et je la sens, et je ne suis pas folle. Mais c'est lui. Mais ce que j'ai appris, c'est que quand quelqu'un a un problème, on ne peut pas l'aider. Alors j'ai longtemps refusé ça, mais maintenant je sais. Ça n'empêche que les dégâts sont faits, et que moi je ne peux plus faire confiance, et j'aurais plus jamais, je ne peux pas avoir de relation avec quelqu'un. Et donc aujourd'hui, il vous a quitté, on est bien d'accord? C'est très compliqué. En 2020, j'avais besoin de lui pour notre fils, qui avait 14 ans, et il a dit, je ne veux plus vous aider, je ne veux plus entendre parler de vous. Donc on va dire que ça s'est arrêté à ce moment-là, en 2020. D'accord. Et donc depuis, vous n'êtes plus du tout en lien avec lui? Non, ça sert à rien. Là, il a été très clair. Oui, non, mais j'entends bien et je suis bien d'accord. Ça ne sert à rien. Il faut
passer à autre chose, comme vous dites, comme on dit, mais on entend bien que vous n'y arrivez pas. Michel Odoul va vous répondre dans un instant, Sarah, après les infos, bien sûr. Je pense que vous avez besoin d'être aidé, parce que il y a quand même un moment donné où faut que la vie reprenne, si je puis dire. On va se retrouver après les infos également avec vous, si vous avez envie de réagir au 0826 300 300. On sait à quel point les chagrins d'amour sont douloureux, et ce qu'il faut, c'est évidemment ne pas que ce soit le corps qui paye trop cher. J'ai une petite devinette pour vous, Michel Odoul. Comment réussir à mourir de son vivant? C'est après les infos que vous pourrez me donner la réponse. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue avec Michel Odoul à parler du syndrome du cœur brisé, du Takotsubo. Ça y est, j'ai retenu le nom parce que je suis contente. Oh là là. Oui. Michel Odoul est avec nous. Vous êtes le fondateur de l'Institut français de Shiatsu. Je rappelle que le Shiatsu, c'est un peu une sorte d'ostéopathie, de médecine chinoise qui permet à la fois de travailler sur le corps, mais toujours en relation avec les émotions, les ressentis. C'est une prise globale, si je puis dire, de l'individu, ce qui peut-être manque un peu à notre médecine traditionnelle, mais ça n'engage que moi. Voilà. Et vous êtes également l'auteur de Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, du lexique aussi, qui est aux éditions Albin Michel, et vous nous préparez les 30 ans de Dis-moi où tu as mal. Oui. C'est formidable, déjà 30 ans, vous vous rendez compte? Oui. C'est bien, c'est voilà, régulièrement réactualisé avec. Et je ne sais combien de lecteurs, lectrices qui ont lu ce livre. Oui, il y a découvrent encore d'ailleurs. On a dépassé largement les 750 000 exemplaires vendus. Oh, sûrement, donc, oui. Je pense qu'en termes de lecteurs, on a largement dépassé le million, oui. Bien sûr, bien sûr. Il y a même une pièce de théâtre qui s'était inspirée de temps en temps dans un film, dans un livre. On vous cite. C'est une vraie reconnaissance. Alors, avant de retrouver Sarah, comment réussir à mourir de son vivant? Eh ben, écoutez, là, je suis à nouveau sans voix. Eh ben, en se suicidant. Ah. Parce que là, on meurt de son vivant. On meurt de son vivant, oui, mais a priori, il semblerait que quel que soit le cas de figure, on meurt de son vivant, non? Parfois, on est déjà très 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 mal, très anesthésié, pas très très vivant quand même. Alors Sarah, vous nous avez raconté un peu votre histoire, et moi, ce que j'entends quand même, c'est que vous êtes, c'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure à Daniel, c'est que quelque part, vous refusez de couper le lien, et c'est peut-être ça le problème. Je sais pas. Je saurais pas vous dire. Je sais pas si j'ai coupé. Pour moi, oui, parce que. Mais j'ai fait ma vie autrement, et j'ai mon fils qui est une merveille, mais j'ai pas envie d'autre chose. Et je vais dire quelque chose pour le docteur, pour Monsieur Odoul peut-être, c'est que j'ai eu un truc très très bizarre. Je suis désolée d'en parler à l'antenne, mais j'ai eu une sécheresse vaginale très très grave juste après, et en fait j'ai laissé courir. J'ai pas soigné. C'est marrant, c'est arrivé juste au moment où ça s'arrêtait en fait. Et c'est comme si j'avais voulu dire stop et mon corps m'a dit stop. Je sais pas ce que Monsieur Odoul en pense, mais je trouve que c'est assez rigolo. Mais enfin rigolo, je sais pas, mais oui, mais c'est très clairement et très précisément. Vous savez, on n'imagine pas à quel point le corps nous parle avec une précision, avec une justesse. Nous n'avons pas appris ça, nous n'avons pas l'habitude d'accepter ça, et ça nous semble tellement incroyable, ou ça nous semble être une invention, ou une espèce de fantasme quel qu'il soit, mais pas du tout. Notre corps, il nous parle avec une précision incroyable, et effectivement, votre corps vous dit maintenant ça suffit peut-être. C'est-à-dire que si vous voulez, ce qu'on entend, c'est que vous dites que vous avez tourné la page, vous n'avez pas tourné la page, puisque vous êtes encore dans l'accroche, vous êtes encore dans le refus de l'acceptation de ce qui a été. Et pourtant, vous l'avez dit vous-même, il vous l'a dit, vous êtes dans une relation qui est une relation malheureusement et sans doute douloureusement, mais qui est perverse, qui n'est pas juste, qui est destructrice pour tous les deux. Et que s'il y a quelque chose qui est à faire, et si quelque part vous pensez à minima avoir des sentiments nobles à son égard, eh bien écoutez, qu'il aille son chemin et que vous alliez le vôtre. Mais franchement, vous disiez on ne peut pas agir sur le monde, mais il y a au moins un monde sur lequel on peut agir, c'est le sien.
Et votre besoin absolu d'être en lien avec cet homme parle sans doute de quelque chose qui est en résonance avec des époques, avec un masculin à qui vous auriez voulu prouver ou dire quelque chose, un masculin que vous auriez voulu détourner d'un féminin qui vous semblait être concurrent, etc., etc. Et ça va nous ramener à l'enfance, à la petite enfance, au besoin de séduire le père, d'être présente dans son regard, et qu'il comprenne que la femme de sa vie, c'est nous. Peut-être, je sais pas. Enfin, moi, j'ai l'impression que avec lui, c'est fini. C'est plus, je n'accepte pas. Je suis un peu idéaliste, et comme je me révolte contre des choses dans le monde en général, je me révolte contre cette injustice profonde. Mais c'est plus contre lui. Vous voyez ? Non mais Sarah, on va essayer de positiver et de faire quelque chose de beau de votre histoire. On peut considérer que l'amour qui vous lie n'est pas fini. Mais par amour, justement, pour lui, pour votre fils, on peut décider qu'il est temps de tourner la page et d'arrêter cette relation qui n'a pas de sens puisqu'elle vous a fait souffrir et elle vous a empêché justement de réussir votre vie affective. Vous comprenez ? On peut accepter, et on le voit dans des films magnifiques, des belles histoires d'amour où, à cause des événements, des liens de part et d'autre, eh bien, les êtres se séparent alors qu'ils s'aiment. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça peut-être qui peut vous aider à accepter la fin de cette histoire sans rancœur, justement, pour reprendre l'expression que je donnais tout à l'heure à Daniel. Par amour, on peut accepter de quitter et de passer à autre chose. Et vous garderez à ce moment-là la nostalgie de cette histoire, vous en garderez les beaux moments. Tandis que là, vous êtes dans le regret. Vous voyez ? Et c'est toute la différence. Et à partir du moment où on est dans une façon positive de rompre, à ce moment-là, le corps à nouveau peut exulter. Oui, je vous entends. Vous n'êtes pas convaincu, mais vous m'entendez. J'ai bien entendu la manière dont vous m'avez dit ça, que vous m'avez entendu. Et après, ça fera son chemin ou pas. Ça, c'est votre liberté. Bien sûr. C'est votre liberté. Mais même pour votre fils, je crois que c'est important que vous fassiez le deuil de la possibilité de vivre encore quelque chose avec cet homme. Non, mais ça, j'ai fait mon deuil. Le problème, c'est que lui, il a besoin de son père et que son père veut pas entendre. Quand il a besoin d'un coup de main et qu'il appelle son père l'envoie balader. Ça, c'est un peu difficile. C'est ça qui me gêne le plus, en fait. Mais bien sûr, mais comprenez bien que lui, votre fils, il a un besoin qui est d'avoir un lien avec ses ascendants. L'histoire qui a été la vôtre avec son père, il y a une partie de cette histoire qui le concerne pas, mais qui, chez lui, peut créer un manque ou un vide. Et qu'il ne faut pas qu'il y ait des interférences de ce niveau-là. Son attente, elle est légitime. Lui, il est arrivé, il a été construit par un couple qui était un couple dont le fonctionnement était chaotique. Et donc, à l'intérieur de ça, il essaye de se construire et de trouver sa place. Et pour ça, il a besoin d'une mère qui soit apaisée. Et il a besoin d'un père qui éventuellement soit le plus présent possible, mais aussi qu'il comprenne que ce père, peut-être, je ne sais pas, c'est pas lui qu'on a là en ligne, mais il est peut-être lui-même torturé par une souffrance. Vous parliez qu'il avait eu un cancer. Je ne crois pas qu'on ait un cancer en étant heureux, fondamentalement. Et qu'il y a donc quelque chose... c'était un mensonge. C'était un mensonge. C'était un mensonge. Ah, d'accord. Oui, il m'a menti. Voilà, d'accord. Non, mais si vous... Oui, ça ajoute à la dimension perverse de l'histoire. Hein. Quand on est capable de raconter qu'on a eu un cancer, c'est un petit peu... Et votre fils, il a besoin de se faire une image simple et juste de son père. Et si cette image de son père, elle est celle-là, il faut qu'il se la fasse par lui-même. Mais pour ça, pour qu'il puisse accepter ça, il faut qu'il trouve de la sérénité chez sa mère. Et cette sérénité, vous la trouverez quand vous allez à nouveau arrêter de vous penser comme étant quelqu'un qui est pas bien parce qu'il a été abandonné, parce que quelqu'un qui n'a pas été considéré comme étant digne qu'on partage sa vie, etc. Il faut que vous redoriez votre blason, il faut que vous repreniez les choses en face, que vous repreniez confiance dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Il faut quitter cette... Vous avez raison là-dessus, oui, ça c'est vrai. Voilà. Mais j'ai du mal.
Oui, mais si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour lui. Vous savez, Sarah, je crois qu'il y a quelque chose qui est quand même un petit peu de l'ordre de l'amour-propre là qu'il faudrait nettoyer. Vous avez perdu, mais je pense que vous n'avez pas perdu grand-chose, hein, parce que cet homme vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc c'est peut-être très bien que vous l'ayez perdu. J'entends tout ça, j'entends. En tout cas, ça m'a fait du bien. Je vous remercie tous les deux pour vos analyses et vos conseils. Ça fait toujours du bien d'avoir un éclairage extérieur. Merci de nous avoir entendus et de nous avoir écoutés. Et vous en ferez ce que vous voulez, bien sûr, c'est votre libre arbitre. Merci Sarah. Merci. On fait une petite pause et on retrouve Valérie dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci pour la qualité des émissions que vous proposez, la qualité de vos intervenants ici, des témoignages. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est toujours avec nous et on continue à évoquer les peines de cœur qui se traduisent par des symptômes corporels. Valérie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Je suis toujours ravie de vous avoir. Alors oui, pour avoir seriez-vous une fan de Michel Odoul, Valérie? Oui, tout à fait, Brigitte. Encore une. Je vais finir par être jalouse. Hein. Je confirme et sans prétention, c'est vrai que j'ai quand même une clientèle autour de moi dans les soins et à chaque fois, j'hésite pas, même à prêter mon livre, quelque temps, et à rappeler le livre de Michel pour que ces gens cheminent, oui. se sentent un peu mieux et cheminent, oui. Comme vous dites, Brigitte. Oui, je crois que c'est vraiment le mot, parce que Michel, c'est pas un livre où on va chercher telle maladie et on a telle explication. C'est un livre où il faut faire un petit peu l'effort, oui, de lire et de digérer et de cheminer, oui. C'est vrai. Et je pense que voilà, il y a du temps au temps, en fait. C'est vrai qu'il faut un âge, il faut du temps pour pouvoir comprendre et un petit peu analyser les choses qui nous arrivent. Des fois, on est complètement perdu dans notre recherche, mais on a quand même un instinct qui est là et c'est dommage, des fois, on ne l'écoute pas assez, en fait. Voilà. Oui, mais moi, je dirais que les grands livres, comme ce livre, Dis-moi où tu as mal, c'est des livres qu'il faut relire à certains moments parce que à d'autres moments de sa vie on en découvre d'autres choses. Voilà, je le dis très volontiers parce que je ne touche pas de droit d'auteur sur ce livre. Mais je vais vous prendre toutes les deux comme attachées de presse quand même. Ah, merci Michel, merci. Alors, oui, pour le cœur brisé. Alors, je pense l'avoir connu plusieurs fois, au moins 2 fois. Oui. Où effectivement, il y a le corps qui réagit. À ce moment-là, on ne sait pas trop ce qui nous arrive, mais moi, je me suis retrouvée avec le cœur très, très, très serré, avec des palpitations jour et nocturne. Parce qu'on n'arrive pas à accepter cette rupture-là, parce qu'on ne l'a pas choisie, parce qu'on ne l'accepte pas tout simplement. Et que ça fait mal, on n'arrive pas à savoir comment faire pour aller mieux, tout simplement. Alors effectivement, je pense qu'il faut du temps pour penser ces blessures. Ça a été une rupture inattendue. Vous avez été surprise, ça a été brusque. Non, alors moi c'était l'acceptation de plusieurs choses, vraiment. Quelqu'un d'assez agressif, un peu méchant, de pas présent à la maison, voilà, ce genre de choses, de mensonges, et je me suis complètement fermée au monde extérieur, abandonnée et seule. Et à un moment donné, on n'en peut plus et on est un peu sauvé par quelqu'un qui nous fait sortir du quotidien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend ses valises et on s'en va. On part, on est obligé de partir.
parce que nous-mêmes, on n'arrive plus à faire face à cette situation et qu'on se met en danger. Alors au début, on ne sait pas qu'on est en danger, hein. C'est avec le recul qu'on se dit mais dans quelle situation je m'étais mise et pourquoi j'ai pas réagi. On est un peu tétanisé et dans l'impossibilité de prendre des décisions. Oui, de prendre des décisions. Donc, on suit une main tendue et on reste avec ça. Donc, on reste avec un goût amer, un goût. Mais en même temps, Valérie, si on comprend bien, donc c'était une sage décision que de quitter cet homme. Ah, mais tout à fait. Mais vous avez eu ce qu'on appelle un contre-coup, quoi. Oui. Ce que l'on constate souvent, vous savez, dans des situations et des vécus comme ça, c'est d'ailleurs assez troublant, c'est que la séparation est souvent quelque chose qui est salvateur. Et malgré ça, on a le choc émotionnel et on a le regret et on a etc. Et c'est là où la réflexion devient intéressante. D'abord parce que dans un premier temps, on se dit, comme vous le dites, mais pourquoi je m'en suis pas rendu compte, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, etc., etc. On est dans un mode de vie un peu comme ce qui se passe quand on est en sidération ou chez les animaux qui ont été pris par un prédateur, s'appelle la thanatose, ce moment où il est complètement anesthésié, il bouge plus, hypnotisé en quelque sorte. Oui. Il va se faire dévorer et on est un petit peu dans cette espèce d'attitude-là. Et comme vous le dites, c'est le regard de quelqu'un, c'est le coup de semonce de quelqu'un, ou c'est le sens des épreuves qu'on rencontre parfois sur le chemin de la vie. C'est de nous sortir de cet état d'anesthésie et de léthargie dans lequel on est. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'une fois qu'on en sort, il y a une espèce de regret, il y a une espèce de sentiment d'inachevé ou un sentiment d'inabouti quelque part, et qui ne parle en fait que du mécontentement de soi. On est très très mécontent, très en colère après soi-même de pourquoi on a fait ça, comment ai-je pu aller me mettre dans cette galère, pourquoi je me suis pas rendu compte, ou sinon dans une dégradation de l'image en disant mais si l'autre m'a fait ça ou s'il me quitte de cette façon-là, c'est sans doute parce que je ne suis pas aimable. Et dans les deux cas, de toute façon, reconstruire le mur ou panser la plaie devient quelque chose de compliqué. Et il y a parfois besoin de se faire aider. Mais notre corps, lui, il l'exprime toujours. Parce que, à nouveau, on parlait du Tsakutsubo, on parlait du cœur. Il faut surtout pas oublier que le cœur, il se serre quand on vit une situation difficile, mais que le reste du temps, il a pour particularité de se gonfler, de se tendre et de se détendre pour faire circuler la vie. Et que donc la réponse dont il a besoin, c'est qu'une fois que nous avons vécu ce genre de choses, nous repartions sur notre chemin de vie, nous relancions un processus de vie, nous reprenions confiance dans notre capacité à être et à vivre autre chose que cette espèce de parenthèse douloureuse que nous avons vécue. Tout à fait, Michel. Et j'ai presque envie de rajouter que c'est triste parce que moi, sur cette histoire-là, même après, je suis restée bloquée quelques années, hein, avec effectivement ce sentiment d'avoir mal fait. En plus, il y avait les enfants, donc on entraîne des enfants avec nous, de ne pas avoir accepté de rester alors qu'il fallait fuir et partir. Ça, c'était une urgence même vitale. Oui. Mais vous savez, vous êtes en train de parler d'une différence fondamentale qui existe entre la culpabilité et la responsabilité. Être touché, profondément impacté par ce qui se passe, par la décision qu'on doit prendre quand on quitte l'autre, surtout s'il y a des enfants, c'est être responsable. Mais considérer qu'on fait mal ou qu'on n'a pas bien fait, c'est être coupable. C'est pas tout à fait la même chose. C'est même pas du tout la même chose. Et on voit bien, Valérie, que vous avez encore, à mon avis, un petit chemin à faire pour bien comprendre les regrets qui restent dans Brigitte, tout ça. Forcément. Je pense, Michel, qu'il y a des marqueurs. Alors, ma question aussi pour vous, Michel, c'était de savoir si, effectivement, à la suite de ces blessures, si le cœur gardait un impact. Mais bien sûr. Oui.
Il va être plus ou moins grand. Il va être plus ou moins grand ou intense. C'est-à-dire que vous avez des personnes chez qui les déchirures des fibres musculaires peuvent être extrêmement importantes. Et là, ce sont des personnes qui doivent ensuite faire attention. Chez d'autres personnes, ça va être des déchirures et des petites fibres par-ci par-là qui vont s'être déchirées, mais sans véritable grande catastrophe, même s'il y aura peut-être une sensibilité un peu plus grande. Et après, il y a ce qu'on a vu avec une des premières personnes qui a témoigné. Il peut y avoir une cicatrice psychique, c'est-à-dire dans le fait que la résonance ou la remise en situation va régénérer la même tension au niveau cardiaque, même s'il n'y a pas de blessure au niveau physique. Voilà, c'est important peut-être de bien analyser tout ça, et merci Valérie en tout cas de votre appel. On fait une petite pause, on se retrouve avec une expérience bondage en Love Conseil, et puis on continue avec Sam également qui prendra la parole dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, on parle de plus en plus de bondage, et c'est vrai que ça peut être une expérience qui donne du piquant au couple. Mais attention, c'est pas une pratique pour tout le monde. Ça consiste, Michel Odoul, je le dis pour ceux qui peut-être ne connaissent pas ce terme, ça consiste à s'attacher, et c'est pas n'importe quoi. Il faut alors au propre, pas au figuré. Oui, au propre, avec de la ficelle, comme un gigot, voilà. C'est une façon de se faire, donc de se faire des choses différentes, mais c'est une pratique qui mérite quand même quelques précautions, parce que c'est pas n'importe quoi. Donc, attacher son partenaire avec des liens, on peut le faire par exemple avec un foulard ou une cravate, ou mieux un bas ou des collants qui ont une élasticité intéressante pour le début. Attention, ne pas utiliser des ficelles trop fines qui peuvent blesser, et surtout ne jamais attacher certaines parties comme le cou, parce que ça pourrait être grave. Moi, j'ai toujours tendance à dire que si on veut essayer la première fois avec son partenaire, attacher les mains toujours devant et non pas derrière le dos, parce que ça laisse plus de mouvement et ça donne moins l'impression d'être prisonnier. Bander les yeux, c'est pas forcément une bonne idée si la personne est un petit peu inquiète. Il vaut mieux qu'elle puisse encore regarder ce qui se passe. En revanche, déjà bander les yeux, ça peut être une expérience qu'on appellerait bondage. Bref, tout ça pour dire que c'est jamais à pratiquer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec un inconnu ou une inconnue. Il faut une sacrée confiance dans le partenaire. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Alors ensuite, on peut attacher avec des menottes. Maintenant, on trouve ça dans tous les love shops, bien sûr. On peut l'attacher à une chaise, à un lit. Bref, en tout cas, on commence à petite dose. On en parle, et puis surtout on installe un joker, un mot qui, si on le prononce, eh bien on arrête tout pour éviter, parce que ce qui peut arriver pour certaines personnes, le fait d'être attaché provoque une forte angoisse, une forte panique, absolument, parce que tout d'un coup on se sent à la merci de l'autre, et ça peut être terriblement déroutant ou terriblement excitant, voilà, mais c'est important qu'il y ait le joker qui permet à ce moment-là de dire stop immédiatement. Sam, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Bonjour les auditeurs et auditrices. Merci d'être avec nous. Donc vous avez envie de témoigner. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, après une rupture ? Alors oui, du coup, j'avais juste envie de partager en fait une expérience, pas forcément de questions particulières, mais effectivement suite à une belle rencontre et une belle année de vie avec une personne, j'ai été quitté en fin d'année dernière, et puis il est vrai que cette rupture était difficile pour les deux, puisqu'on s'est quitté dans l'amour, c'était en fait une relation presque quasi impossible. Et il m'a fallu du temps et pas mal de déni pour me rendre compte vraiment qu'il fallait passer à autre chose. Et en fait, il a fallu que mon corps passe par une blessure. Et voilà, je voulais juste apporter mon témoignage par rapport à ça. Et du coup, ça s'est manifesté tout simplement par une chute au ski, alors que je me suis jamais rien cassé. Ben là, je me suis pété les 3 ligaments de la clavicule droite. Et qui, je pense, parlera à Monsieur Odoul. Il sourit en tout cas. J'imagine.
Donc oui, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a fait me rendre compte que je n'arrivais plus à supporter cette situation et puis qu'il fallait vraiment que je prenne des choses à bras le corps et puis que je me sorte de cette situation. À bras le corps, comme c'est joli. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire, à bras le corps. Parce que la clavicule c'est quand même le bras et non, c'est bravo, votre inconscient fonctionne bien, Sam. La symbolique corporelle, elle est effectivement extrêmement parlante. Le côté droit qui est donc en lien avec la symbolique féminine et l'épaule qui est en lien avec tout ce que sont les contraintes ou les empêchements à vivre quelque chose avec une dimension donc du côté droit féminine. Donc votre corps vous a très clairement effectivement exprimé les choses. Ce qui est aussi intéressant et qui me fait sourire, c'est le clin d'œil que ça se soit passé au ski. Il y a beaucoup de choses qui se passent au ski. Il y a même, tout à l'heure, Brigitte évoquait une pièce de théâtre qui avait été écrite autour de 10 mois où tu as mal. Il y a aussi un film qui s'est beaucoup servi de 10 mois où tu as mal et dont on se sert même, on lit carrément un chapitre sur une blessure à un genou qui s'appelle Mon Roi, où une femme se fait justement une entorse à un genou et où tout le déroulé du film explique le vécu de non-acceptation de ce qui a été. Et donc, dans ce qui a été votre cas, effectivement, votre corps a très clairement exprimé que voilà, il y avait quelque chose qui était impossible, comme vous l'avez dit. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que de regarder systématiquement la symbolique du corps quand on a des légers maux, alors pas forcément que dans le cas de rupture sentimentale, mais c'est toujours une bonne indication, je trouve, de savoir un petit peu dans quel état psychique on peut se retrouver ou donner une orientation à quelque chose qu'on n'aurait pas vu avant. Oui, et en sachant une chose, c'est que non seulement donc le corps il exprime clairement de quoi il est question, ça c'est la première des choses, et en ça c'est un véritable dictionnaire, un véritable lexique qui est intéressant à connaître. Il a un langage qui est le sien, mais en plus, dans la tension, dans la blessure, dans le traumatisme ou dans la maladie, nous sommes dans des manifestations qui sont énergivores, qui consomment énormément d'énergie, et en fait dont la finalité et le but, c'est de faire baisser la pression à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que le vécu douloureux, la contrainte, l'inconvénient, en fait, est destiné aussi à nous permettre d'éliminer une partie de la tension qui a été emmagasinée, qui sinon serait obligée de s'exprimer autrement, et peut-être avec un peu plus de dégâts. Et qu'à travers, par exemple, votre accident à l'épaule, vous avez éliminé une partie de la tension qui avait été emmagasinée, de la souffrance, de cette séparation qui existait par une contrainte d'impossibilité de vécu. En d'autres mots, quelque part, parfois, il vaut mieux une douleur physique qu'une souffrance psychique. C'est la question que j'avais posée justement. Est-ce que la douleur physique est suffisante pour éliminer l'ensemble de la douleur psychologique alors c'est pas aussi simple que ça, mais ça évite que la souffrance psychique fasse des dégâts dont on n'a pas conscience. Voilà. Suffisante non, mais la douleur physique, c'est un point de focal. Elle attire la conscience, elle oblige à se focaliser sur soi, elle oblige à traiter le corps, à soigner. Elle ouvre les yeux, si vous voulez. Pardon ? Elle ouvre les yeux en quelque sorte. Voilà, elle ouvre les yeux et elle libère de la place. Et pendant ce temps-là, la tension psychique est obligée de diminuer, puisque toute la conscience est portée sur le traitement, et Dieu sait s'il faut le faire. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire que quand il y a une souffrance, il ne faut pas la soigner, il ne faut pas s'en occuper. Mais justement, le fait de focaliser dessus, d'aller dessus, c'est une espèce d'interpellation à soi, qui fait que pendant ce temps-là, le psychisme, il a le temps de se réparer par lui-même, il a le temps d'éliminer la surtension qui est à l'intérieur, qui sinon se traduirait à ce moment-là par quelque chose d'un peu plus grave. Et puis on peut dire les choses peut-être aussi autrement, Michel Oudoul, je ne sais pas ce que vous en pensez. Sam, quand vous avez eu votre douleur à l'épaule, vous avez eu mal et vous avez pu découvrir que vous aviez mal et on vous a soigné et on s'est occupé de vous. Mais votre souffrance d'amour, personne, vous ne pouviez pas la manifester de manière claire et personne ne vous a pris soin de vous, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Et du coup, pendant qu'on s'est occupé de votre épaule, vous avez pu lâcher, vous laisser dorloter, et quelque part, ça vous a fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Alors bon, sur la partie, on m'a dorloté, pas forcément. Non, mais je veux dire, on s'est occupé de vous. C'est une réelle chance, une réelle occasion de pouvoir se retrouver soi et de pouvoir... Absolument. En tout cas, avoir le temps de réaliser les introspections qui sont nécessaires dans une telle situation. Et pour le coup, c'est vrai que là, le corps a, je ne vais pas dire bien agi, mais on n'a pas d'autre choix que de s'arrêter. Alors, quand on a un bras en moins, on ne conduit plus, donc on est en arrêt, on ne bouge pas de la maison, on n'a pas le droit de bouger son bras, donc
la seule option qui reste, c'est vraiment de s'occuper de soi et vraiment de. Mais c'est ça la puissance de l'acte manqué. C'est ça la puissance de l'acte manqué qui nous conduit à l'attitude accidentogène et qui, à un moment donné, nous oblige à nous arrêter, à faire le point. On dit stop, ça suffit. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc, et puis, je voudrais ajouter peut-être aussi autre chose. Quand on a un accident, que ce soit un accident de ski, de sport, ou de vélo, ou de trottinette, ou de voiture, ou de je ne sais quoi, c'est souvent parce que notre vigilance n'est notre attention, pardon, oui, le mot est plus juste. Notre attention est un petit peu occupée. On est préoccupé, si je puis dire, même par notre esprit est préoccupé par quelque chose qui nous prend la tête. Etc. Et c'est comme vous dites, comme vous l'avez dit très justement, vous n'aviez jamais eu d'accident de ski. Ah ouais, non, jamais. Non, c'était vraiment. On ne peut pas être plus juste que ce que vous dites. Hein. C'est vrai que quand on a l'esprit entièrement préoccupé par une personne qu'on aime tendrement, qu'on aime de façon inconsidérée, et puis que la rupture était un petit peu délicate, c'est vrai que on omet beaucoup de choses. On a des difficultés à travailler, on a des difficultés à se concentrer. Et effectivement, y compris au ski, sur une piste bleue, on peut se faire très mal parce qu'on a le seuil de vigilance qui est assez bas, quoi. Voilà, mais il vaut mieux que ça se passe au ski sur une piste bleue qu'à 130 sur autoroute, sur chaussée glissante, etc. C'est-à-dire qu'après, les niveaux de préoccupation vont amener à un moment donné, parce qu'on a retenu les choses pendant trop longtemps, à faire que l'acte manqué réussi, comme je dis dans mon livre, va prendre un petit peu plus d'ampleur. Et c'est vrai que qu'à chaque fois qu'on remet en circonstance, si vous voulez, un accident qui nous est arrivé, avec le contexte dans lequel il est arrivé, la manière dont il s'est passé et ce qui s'est passé dans les semaines ou les mois qui ont précédé, on arrive à cette conclusion de se rendre compte qu'il fallait peut-être en passer par là pour que ça s'arrête, oui. En passer par là pour guérir. Pour que ça s'arrête. Oui, ça s'arrête jamais vraiment. Mais en tout cas, après, on apprend à vivre avec... Comme on le peut, quoi. Oui, mais vous savez, avec le temps, on découvre aussi que c'était des choses qui étaient chouettes à vivre et que ça s'est terminé, mais que malgré tout, on l'aura vécu. Il faut toujours se dire ça, je crois. Même si c'est difficile, même si c'est tellement bien de vivre des choses, des amours forts, plutôt que même si malheureusement ça peut faire très mal quand ça s'arrête. Et que le temps de la cicatrisation du corps va permettre la cicatrisation de l'âme. Il y a un temps par lequel, quand on est consacré justement à cette cicatrisation corporelle, quelque chose peut aussi une plaie peut se refermer à l'intérieur. Merci Sam, en tout cas. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes en train de réfléchir à tout ce qu'on vous a dit. Et merci d'avoir... Ah oui, clairement. Mais en tout cas, j'espère que ça fera réfléchir aussi de auditeurs qui ont une situation identique. Et, en tout cas, merci d'avoir traité le sujet. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue dans un instant avec Fatima qui nous rejoint. Et puis, on va sans doute également entendre une peine de cœur, bien sûr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Michel Odoul. Nous avons parlé des ruptures amoureuses, des deuils d'amour. Et évidemment, ça a certainement parlé à tout le monde, j'allais dire malheureusement, parce que forcément, l'amour fait souffrir. Et je crois qu'on va conclure avec Fatima. Fatima, vous avez envie de parler de la perte de votre mère, qui est évidemment le deuil essentiel, puisque c'est toujours et encore notre premier amour, notre maman. Oui, tout à fait. Moi, en fait, je suis médecin et j'ai beaucoup de recul par rapport au deuil, par rapport à tout ça. Maman est morte le 21 octobre 2023. Et puis, j'ai dit 93 ans, c'est super. Moi, j'en ai 72, je travaille toujours et j'ai pas de problème. J'ai compris, j'ai dit j'ai assez vécu avec maman. Elle est partie, c'est normal. Et puis, j'ai pas pleuré, Et un mois après, donc le 21 novembre... Juste un mois après.
Oui, juste un mois. Fibrillation et la nuit, fibrillation auriculaire et puis soins intensifs. Et c'est la première fois, je suis pas malade du tout, j'ai pas de problème particulier. J'étais aux soins intensifs avec fibrillation auriculaire et c'est très stressant. Vous voyez, déjà, quand j'en parle, je suis un peu stressée. Merci de me permettre d'avoir un peu d'émotion parce que j'en ai pas eu depuis longtemps. Oui, voilà, manifestement. Maintenant, j'ai régulièrement, le soir, vers 4-5 heures, je prends les médicaments qu'il faut, tout ça, et ça me reprend avec un petit peu de stress. Comme maintenant, je suis seule, et puis donc j'ai le vide de ma mère, elle avait sa chambre, tout ça chez moi, elle avait tout, et tous les soirs, dès que je rentre chez moi, c'est le problème qui me revient alors que je prends tout ce qu'il faut. Bon, maintenant, je commence à prendre des anxiolytiques parce que, alors que j'ai jamais pris de ma vie, ni antidépresseur, ni anxiolytique, et je suis obligée de prendre un anxiolytique pour un petit peu calmer tout ça, malgré le traitement, flécaïne, tout ça, quoi, les bêta-bloquants et tout ça. Voilà. Ben oui, mais j'ai rien la journée, que le soir. Mais oui, mais parce que vous êtes en grande souffrance. Et comme vous l'avez dit très justement, hein, vous avez, comment dirais-je, rationalisé le jour de la mort de votre maman. Vous avez rationalisé, oui, bon, 93 ans, tout va bien, etc., etc. Mais la tête, c'est pas le cœur. Hein. C'est-à-dire que vous êtes typiquement dans la culture qui est la nôtre, qui est une culture qui donne une prévalence au cortex et à une rationalité biomécanique qui considère ce qui est visible. La réalité humaine, c'est donc un corps mécanique. Vous avez consacré votre vie à le soigner et à faire ce qui convient. Et vous avez passé votre vie justement à mettre sous le boisseau tout ce qui pouvait être différent de cela, et notamment ce qu'on appelle le champ émotionnel et la profondeur du champ émotionnel. Sauf que voilà, le joint de la cocotte, il a lâché le jour où l'impact émotionnel a été d'une telle intensité, et Dieu sait si la perte d'une mère est quelque chose de fort. Vous avez dit vous-même les choses en disant qu'en rationalité, oui, mais 93 ans, mais ceci, mais cela, etc. Sauf que le cœur a des raisons que la raison ignore, et on est vraiment dans l'expression même de ce qu'est la souffrance de la perte de l'être cher. Je crois, Fatima, que c'est la petite fille en vous là qu'il faut consoler. Ouais, je suis d'accord. Ouais. J'ai beaucoup travaillé dessus parce que j'étais orpheline de père. C'est ma mère qui représentait la sécurité pour moi. Et donc, je lui ai toujours promis de la soigner et je l'ai soignée. J'ai réussi à faire beaucoup de choses pour elle. Et jusqu'au bout, j'ai vu que maintenant, c'était fini. Elle ne voulait plus rester. Et donc, maintenant, je suis dans l'insécurité. Bien sûr, bien sûr. Mais oui. Alors qu'elle vous a fait peut-être un cadeau qui était de vous libérer pour votre propre vie, vous aviez promis de vous occuper d'elle, et peut-être qu'au fond d'elle-même, elle ressentait à quel point vous aviez aussi besoin d'exister pour vous-même. Tout à fait, oui, je suis d'accord. Ouais. Et que si j'ai un conseil à vous donner, essayez de vous faire aider dans la mesure où vous pouvez le faire, bien entendu, et où vous trouverez des gens capables de le faire. Il y a plein de pistes. Je suis entourée de gens qui sont capables de m'aider et tout ça. Oui, mais pas en anesthésiant. Je fais toujours la forte. Je n'arrive pas à être dans l'émotionnel. Fatima. Fatima. Vous voyez bien que ça fonctionne pas. Tout à fait. Et vous croyez que c'est en anesthésiant que vous allez y arriver? C'est ça, ouais. Vous avez besoin de reprendre conscience de votre cœur, d'accepter profondément ce qu'est la blessure, c'est-à-dire de vous donner le droit de l'exprimer. Écrivez à votre mère. Faites une lettre symbolique. Faites une lettre symbolique. Parlez-lui. Dites-lui tout ce que vous ressentez. Et pour lui envoyer cette lettre, il n'y a pas de service postal pour là où elle est, sauf un. Ce qui est le feu et ce que les anciens, dans les traditions anciennes, alors là je vais dire quelque chose d'horrible pour quelqu'un qui est dans la science médicale, mais dans les fumigations ou etc., il y avait un lien au céleste qui pouvait être compris d'une certaine manière. Donnez-vous la possibilité de faire un travail symbolique. Et puis faites-vous assister par un acupuncteur, par un praticien shiatsu, par quelqu'un qui va agir non plus sur le champ de la mécanique, mais sur un champ un petit peu plus subtil et profond, qui est le champ de l'émotionnel et le champ de l'énergétique.
Parce que l'acupuncture, ça fonctionne, vous savez. Et puis, je crois qu'il est temps de pleurer et de verser toutes les larmes de votre corps pour vider cette souffrance moi j'entends bien. Vous perdez à la fois, vous l'avez dit, la sécurité. Je pense que votre mère vous a certainement permise d'être la femme que vous êtes aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais ça, vous l'avez. Elle vous l'a offert et vous le gardez. Mais en revanche, il y a peut-être pas eu entre vous suffisamment, comment dirais-je, de paroles qui ont montré à quel point vous vous aimiez. Et c'est peut-être... Ah, tout à fait. Vous avez tout trouvé. C'est comme ça, on avait beaucoup de dignité l'une et l'autre. C'est ça. Et je pense... était dans le faire, je fais. L'amour, c'est par le faire. Et elle aussi, c'est par le faire, parce qu'elle était aussi orpheline et tout. Donc, elle avait pas d'amour, et voilà. Mais moi, c'est ce que j'ai entendu entre vos mots, Fatima. Je crois que vous avez besoin de pouvoir... exprimer cette chaleur humaine et cet amour et je pense que vous pouvez l'exprimer vous avec vous-même peut-être ou peut-être si vous avez la chance d'avoir des amis avec qui vous pouvez vraiment lâcher. Mais je crois que vous avez besoin. Moi, vous voyez, ce que j'aurais envie, c'est de vous prendre dans mes bras et que vous pleuriez de toutes vos larmes. Merci. Je crois ce tout à fait, parce que j'ai eu, pour mon père, la chance d'avoir une amie psychiatre qui m'avait fait tout ça, et j'ai fini par écrire mon père et fait le deuil comme ça. Et là, cette fois-ci, je crois que c'est cette petite fille. D'ailleurs, j'étais tout le temps femme-enfant, et je pense que c'est cette petite fille qui souffre. Voilà. Bon, vous l'avez touchée. Eh ben, écoutez, je suis ravie que de l'avoir touchée, parce que je crois que c'est ce qui va vous aider aussi à libérer quelque chose, parce que Michel Oudoul, vous avez raison, il faut pas anesthésier la souffrance, parce que elle revient au boomerang à un moment ou à un autre. C'est mieux de ne pas l'anesthésier, oui. Parce qu'elle a une puissance inimaginable, puisque c'est la puissance de vie. Tout à fait. Mais si votre mère vous aimait, je pense que votre mère vous aimait, vous pensez qu'elle est heureuse de vous voir comme vous êtes là ? Bah non. Voilà. Faites-lui ce cadeau si vous l'aimez, je pense que c'est le cas, à vous entendre. Faites-lui ce cadeau de prendre la vie à pleine main, à plein bras et à plein cœur. C'est surtout exprimer l'émotion, c'est surtout ça. Bien sûr. Bien sûr. Mais vous l'avez fait avec nous, Fatima, et je vous en remercie. Dans ma voiture, je vous entendais, je vous écoute souvent. Parce que mon cabinet était un peu plus loin, donc en voiture, j'écoutais. Et je vous écoute régulièrement. Et là, j'ai dit, je peux pas. J'ai jamais entendu le cœur brisé, quoi, le syndrome du cœur brisé. J'ai dit, il faut que je témoigne et que je passe quand même pour eux. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Je connais Michel Oudoul. Merci beaucoup. J'ai vos livres et tout ça. Et ça m'aide aussi pour mes patients, tout ça. Mais là, c'est vrai que ce syndrome-là est intéressant parce que je le connaissais pas en tant que médecin. Et je me suis dit, tiens, ben voilà, c'est ce que j'ai. Eh bien, je suis sûre que votre témoignage touche aussi beaucoup de gens qui nous écoutent. Donc, vous avez fait du bien aussi à beaucoup de monde. Merci beaucoup, Fatima. Merci. Et je suis ravie qu'on termine par ce témoignage, Michel Oudoul, parce que ça montre bien, parce qu'on a parlé de chagrin d'amour, on a parlé, mais n'oublions pas que bien sûr la perte d'un être cher et notamment sa mère, évidemment, c'est peut-être le choc le plus douloureux, même si c'est normal. Encore une fois, bien sûr, on peut rationaliser, c'est normal de perdre ses parents, c'est normal quand ils sont vieux qu'ils s'en aillent, etc. Mais ça n'empêche pas que. Et c'est aussi normal que ça nous fasse de la peine. Et c'est très bien, et c'est plutôt bon signe. De pleurer à un enterrement, c'est plutôt inquiétant quand on voit des gens qui restent comme ça, en apparence, sans souffrance. C'est un vrai cadeau à se faire que se donner le droit de l'exprimer, la souffrance. Vous savez, c'est une des clés secrètes du deuil. La capacité à faire le deuil, ça n'est pas quand on est en famille devant une tombe ou etc., de se retenir tous pour se montrer fort. C'est l'inverse. C'est de se donner le droit dans des moments précis, à soi et par incidence aux autres,
d'exprimer la tristesse, d'exprimer la douleur et le pleur partagé est quelque chose qui est intense. Ça ne veut pas dire qu'il faille pleurer sur soi. Ça veut dire juste qu'il faut exprimer la souffrance. Il ne faut pas pleurer avec n'importe qui, n'importe où non plus. On est bien d'accord. Mais faire le deuil passe par l'acceptation de la tristesse. Évidemment. Eh bien, comme toujours, merci Michel Odoul. Merci, et tous ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est aux éditions Albin Michel. Vous pouvez vous le procurer si vous le voulez. La version augmentée est dans toutes les bonnes librairies et même les mauvaises. Non, mais c'est vrai que c'est drôle cette phrase, dans toutes les bonnes librairies. Il y a des phrases comme ça qui sont un peu. Mais oui, mais si votre livre est dans la librairie, c'est qu'elle est bonne. Oui, on est bien d'accord. Demain, nous serons avec Yves Obslati. Vous savez que c'est normalement l'été, même si parfois la météo nous prouve le contraire. Et on va voir comment profiter de l'été pour rebooster notre libido. Vous savez que Yves Obslati est toujours très positif et il a certainement plein de bonnes solutions à vous proposer. Et puis tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.